Ok. Oui, c'est bon, on peut commencer. Vous m'entendez, vous me voyez. Oui, on vous entend et on vous voit. Et vous voyez la présentation. Enfin, vous voyez la Oui, présentation. oui, on voit la Ok, présentation parfait, et on on peut vous entend. commencer. Oui, Ok, merci parfait. beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir donc de participer avec vous dans ce cycle de formation pour la préparation du concours de résident 1. Donc, pour l'ultime cours que j'ai avec vous aujourd'hui, donc nous allons aborder un problème que j'appellerais, bon, que je désignerais comme étant un problème de santé publique, puisque beaucoup de confrères, malheureusement, ne savent pas encore comment se comporter devant une simple angine. Donc, c'est le moment un petit peu de faire un tour de la question et de revoir certaines notions. Donc, comme introduction, nous dirons, donc, comme tout le monde le sait, l'angine, c'est quoi? C'est l'inflammation aiguë des amygdales palatines, qu'on appelle aussi tonsilles palatines. Donc, ce sont des tissus, deux tissus lymphoïdes qui se retrouvent de part et d'autre sur les parois latérales de l'oropharynx. Nous allons le voir dans le rappel anatomique tout à l'heure. Donc, c'est une infection qui touche essentiellement l'enfant et l'adolescent. Elle est rare, voire exceptionnelle avant l'âge de 18 mois, et chez l'adulte aussi. Donc, retenez que c'est une pathologie de l'enfant, du grand enfant et de l'adolescent. Elle est dans 60 à 90% d'origine virale. C'est une infection virale dans la majorité des cas. Si elle est bactérienne, donc si l'origine en est par contre bactérienne, c'est un groupe de bactéries qu'on retrouve majoritairement, c'est ce qu'on appelle les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A. Retenez ça, c'est très important. La base du traitement est sur ça. Les angines donc, évoluent généralement favorablement, surtout les angines virales, mais même certaines angines bactériennes peuvent évoluer favorablement sans traitement. Des complications sont possibles, il faut le retenir. C'est une pathologie bénigne, très fréquente. Les complications ont été rendues rares grâce à la large utilisation de l'antibiothérapie, mais elles sont encore possibles. Elles sont de deux types. Tout d'abord, les complications loco-régionales, ce sont des complications liées directement à l'infection. Donc, c'est l'évolution de l'infection au niveau loco-régional. Et ce sont les syndromes post-streptococciques. Donc, ce sont des manifestations inflammatoires excessives en réponse donc, à l'agression par le streptocoque bêta-hémolytique. Le traitement, il est tout d'abord symptomatique. Seules les angines à streptocoque, donc documentées à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, sont justifiables d'une antibiothérapie. Mais les choses ne sont pas aussi faciles. Nous allons essayer de détailler ça dans le chapitre du traitement. Donc, comme rappel anatomique, c'est simple, vous connaissez tous la région qu'on appelle l'oropharynx, donc elle est située, c'est la région qui nous fait face dès qu'on demande aux patients d'ouvrir la bouche et en utilisant un abaisse-langue pour abaisser la langue, nous avons face à nous l'oropharynx. Donc c'est une partie du pharynx, c'est l'étage moyen du pharynx, il est situé entre le rhinopharynx en haut et l'hypopharynx en bas. Donc, il est constitué de quoi? Il est constitué donc, de ces deux arcs-là, donc, qui font partie du voile du palais, qui sont les piliers antérieurs et les piliers postérieurs. Entre ces deux piliers existe une loge. C'est ce qu'on appelle la loge amygdalienne, donc, qui vient accueillir cet organe lymphoïde qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'amygdale palatine ou la tonsille palatine. Donc, elle est généralement de volume moyen. Elle peut être hypertrophiée, elle peut être carrément enchatonnée entre les deux piliers. Elle est recouverte de cryptes, donc ce sont des petits cratères qu'on retrouve qui sont tout à fait, qui sont pas pathologiques, donc qui recouvrent notre amygdale. Au milieu de ce vol du palais, nous avons la luette. Et au fond donc de notre oropharynx, c'est la paroi postérieure de ce même oropharynx.
Donc tout ça constitue donc l'anatomie de l'oropharynx. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce sont les amygdales palatines. L'inflammation, l'infection qu'on appelle angine est une infection et inflammation de ces seules amygdales palatines, à la différence de la pharyngite qui est une inflammation de toutes les parties constituant l'oropharynx, donc luette, pilier antérieur, postérieur et fond et paroi postérieure de l'oropharynx. Il faut bien le retenir. Les étiologies, donc les germes en cause de ces angines aiguës. Donc tout d'abord, nous avons dit que majoritairement elles sont virales. Les virus les plus souvent retrouvés donc, sont multiples. Nous citerons l'adénovirus, l'herpès simplex virus qui va être responsable de ce qu'on appelle l'angine herpétique, l'Epstein-Barr virus qui va être responsable de la mononucléose infectieuse, le virus respiratoire syncytial et les myxovirus. Pour l'étiologie bactérienne, quand elle est bactérienne, retenez que majoritairement, ce sont les streptocoques et surtout les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A. D'autres bactéries peuvent être citées, mais elles sont beaucoup plus rares que le streptocoque du groupe A. Donc, ils sont l'Haemophilus influenzae, le Staph, le Fusobacterium necrophorum, qui va être responsable de l'angine nécrotique, ulcéro-nécrotique, nous allons voir dans les formes cliniques. C'est un germe anaérobie. Le Corynebacterium diphtheriae. Les germes anaérobies ont souvent une action pathogène associée. Pour l'étude clinique, donc comme type de description, nous allons traiter l'angine érythémateuse de l'enfant. C'est le cas le plus typiquement retrouvé en consultation. Comme signe fonctionnel, c'est assez banal et c'est assez simple à retenir. Donc, vous avez un syndrome infectieux avec une température qui est moyennement élevée, 38-39 degrés. Une odynophagie d'importance variable. L'odynophagie, c'est quoi? C'est la douleur à la déglutition. Ou quand on avale les aliments, on a mal. Il faut faire la différence avec la dysphagie qui est une gêne à la déglutition. Là, c'est plus une douleur à la déglutition. Une otalgie réflexe, nous avons abordé ça la dernière fois lorsque nous avons fait les otites. Donc, on a souvent une douleur rapportée au niveau de l'oreille sans qu'il y ait une pathologie réelle de l'oreille. Donc, c'est une douleur qui est provoquée par l'irritation des nerfs de cet oropharynx qui vient partager la même innervation avec l'oreille et qui peut donner donc cette otalgie sans qu'il y ait aucune pathologie de l'oreille moyenne ou de l'oreille externe en elle-même. D'autres signes sont parfois révélateurs, les douleurs abdominales, l'éruption cutanée, surtout pour la MNI, les signes respiratoires qui sont beaucoup plus rares, on peut citer la toux, l'engouement et une légère gêne respiratoire. Pour l'examen physique, il fait le diagnostic. Donc l'examen direct au miroir de Clar, à la baisse-langue, va faire le diagnostic dès qu'on examine l'oropharynx. À la palpation cervicale, quelques adénopathies cervicales peuvent être présentes et nous témoignent plus d'une atteinte bactérienne. Donc voilà ce qu'on retrouve lorsqu'on demande aux patients d'ouvrir la bouche et lorsqu'on utilise un abaisse-langue. Il faut bien examiner et avoir les deux mains libres. Donc l'idéal est de consulter avec un miroir de Clar, c'est le miroir avec la lumière frontale de l'ORL. Donc comme vous voyez, donc l'inflammation et la rougeur ou l'érythème est cantonnée uniquement au niveau des amygdales palatines. Il n'y a pas d'autres signes, il n'y a pas d'autres signes associés, comme dans les autres formes cliniques que nous allons voir par la suite. Donc, c'est un aspect typique d'une angine érythémateuse. Les amygdales peuvent être augmentées de volume, elles peuvent être hypertrophiées à cause de l'inflammation, elles peuvent être constitutionnellement hypertrophiées. Il faut faire la différence entre les deux situations. Donc, toujours dans cette étude clinique, il faut savoir au mieux différencier entre les angines à streptocoque et les angines virales. Ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que souvent, le même aspect peut être partagé entre les deux étiologies en matière de germes. Donc, l'aspect seul de l'oropharynx n'est pas prédictif de l'atteinte au streptocoque. Certains signes cliniques, par contre, peuvent orienter le diagnostic. Ils ont été cités pour aider le praticien à faire la différence entre atteinte virale et atteinte bactériologique. En faveur de l'atteinte bactériologique, nous avons
le caractère épidémique, c'est-à-dire la survenue donc, de cette angine en milieu donc, de collectivité, et surtout après, c'est-à-dire dans des périodes bien spécifiques, en hiver ou en début de printemps. Donc c'est surtout les enfants en crèche et dans les écoles. Lorsqu'il y a une épidémie, c'est souvent dû à un streptocoque, donc à une bactérie. Donc la survenue brusque, l'apparition brusque des symptômes et des signes fonctionnels fait évoquer plus une atteinte bactérienne. L'intensité de l'odynophagie, plus elle est intense, plus on soupçonne le streptocoque. Et les douleurs abdominales. Pourquoi les douleurs abdominales? Je vous ai dit la dernière fois, c'est par rapport au complexe immense. Donc ce sont des hémagglutinines qui passent dans la circulation générale et qui peuvent créer des microtrombies au niveau de la circulation intestinale et qui va donner ces fameuses douleurs abdominales. Il faut savoir qu'un score a été avancé, c'est ce qu'on appelle le score clinique de Mack-Isaac. C'est quoi ce score? Donc c'est une cotation, donc c'est des points qu'on donne à les cliniques, aux signes cliniques que je vais vous citer, et selon le score qu'on aura, on va déterminer si nous sommes plus face à une angine bactérienne, streptocoque bêta hémolytique, ou à une atteinte virale. Donc, on doit répondre à 4 questions. Existe-t-il une fièvre supérieure à 38 degrés? Donc, à chaque fois que vous avez oui, donc à chaque fois que la réponse est oui, vous notez un point. Donc, fièvre supérieure à 38 degrés, oui ou non? Présence d'exsudat. L'exsudat, donc, c'est les membranes ou c'est les dépôts blanchâtres qu'on a sur les amygdales palatines. Ou hypertrophie amygdalienne importante? Oui, non. Adénopathie cervicale douloureuse? Oui, non. Existence ou non de tout. Donc, lorsque vous avez attribué un point ou non à chacun de ces signes, vous allez avoir un score. Donc, il va, comme tout le monde doit le déduire, de 0 à 4. Si le score est supérieur ou égal à 2, il y a une forte suspicion d'un streptocoque bêta hémolytique du groupe A. Donc, retenez ce score. Il faut savoir que c'est un score qu'on utilise en pratique parce que lorsqu'on n'a pas les tests diagnostiques que nous allons voir par la suite, mais dans la sensibilité, disons-le toujours, est insuffisante. Mais c'est un bon signe d'orientation. Pourquoi? Pour nous dire oui ou non, est-ce qu'on doit utiliser des antibiotiques? Parce que la vraie question actuellement, c'est le choix ou non de l'utilisation des antibiotiques face à une angine aiguë. Pour les tests microbiologiques, nous allons citer, donc ce sont des tests qui sont basés donc, sur la recherche de la bactérie ou du microbe en cause par un prélèvement par écouvillonnage. Donc nous avons la mise en culture classique, donc c'est une mise en culture qui dure de 24 à 48 heures. Elle a une spécificité assez importante de 90 à 95%. Les indications de cette étude bactériologique sont surtout les résistances à l'antibiothérapie à spectre classique. Lorsqu'on utilise une antibiothérapie classique et que nous avons des résistances importantes, on peut indiquer ce test. Devant certaines complications et devant la suspicion de germes particuliers tels que les anaérobies. Ce n'est pas un examen qu'on demande aussi facilement et aussi aisément, parce que déjà ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et généralement les situations cliniques ne nous l'imposent pas en premier lieu. Par contre, ce qu'on appelle le test de détection rapide des angines streptococciques, ou ce qu'on appelle le fameux TDR, qui est largement utilisé dans les pays occidentaux, malheureusement ce n'est pas le cas chez nous, c'est un test qui nous permet, comme son nom l'indique, de retrouver donc, ce germe, le streptocoque, de l'identifier, le streptocoque bêta hémolytique du groupe A, pas tous les streptocoques, et de le faire directement au cabinet et en consultation. Il ne prend pas plus de 3 minutes. Donc, c'est un écouvillonnage qu'on pratique donc, au niveau de l'oropharynx de l'enfant. Et suite à une série donc, de tests avec des réactifs avec lesquels on va mettre en contact notre écouvillonnage et sur lesquels on va appliquer une bandelette qui va nous donner en moins de 3 minutes la réponse positive ou non. C'est-à-dire que nous allons savoir immédiatement si nous sommes devant un streptocoque bêta hémolytique, oui ou non. Ça, c'est le test de diagnostic rapide qui est quand même assez sensible et assez spécifique.
donc 90% de sensibilité, 98% de spécificité, qui va pouvoir nous dire à coup sûr pratiquement si c'est une angine bactérienne ou non. Et là, nous sommes devant une situation où il est justifiable d'utiliser des antibiotiques. Pour les formes cliniques, donc nous avons vu la forme classique, donc qui est l'angine érythémateuse. Pour les formes cliniques, c'est selon les aspects qu'on a à l'examen clinique de l'oropharynx. Tout d'abord, je pense que vous les connaissez tous. Tout d'abord, l'angine blanche ou l'angine érythémato-pultacée. Elle vient en deuxième position après la première forme décrite en type de description. Généralement, c'est l'évolution naturelle de la première. Donc, c'est quoi? Donc, nous allons avoir des amygdales qui vont être recouvertes donc, de cet enduit blanchâtre qui va être limité au niveau de l'amygdale. Donc, il ne va pas déborder au-delà de la surface de l'amygdale. Il est facilement décollable. Les signes fonctionnels sont un peu plus marqués que ceux de l'angine érythémateuse. Donc, c'est un aspect caractéristique. Donc, retenez que cet enduit va rester strictement sur l'amygdale. Il ne va pas déborder au-delà de l'amygdale sur les piliers, sur la luette ou sur la paroi postérieure de l'oropharynx. Ces dépôts sont facilement décollables. Donc, on peut les dissocier facilement de l'amygdale. De forme clinique, ce sont les angines pseudomembraneuses. Donc, comme son nom l'indique, elles sont recouvertes de pseudomembranes. Elles sont un peu plus étendues que les éléments pultacés que nous avons vus pour l'angine érythémato-pultacée. Là, par contre, elles peuvent déborder l'amygdale, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller au niveau du voile du palais, du pilier antérieur, au niveau des piliers postérieurs et sur la paroi postérieure de l'oropharynx. Devant ce tableau clinique, deux diagnostics sont possibles ou sont à évoquer. La mononucléose infectieuse, on la reconnaît surtout avec l'association d'adénopathie cervicale diffuse, du splénomégalie, une asthénie importante, un purpura du voile, il est assez visible ici. Ces fausses membranes, comme pour les précédentes, donc pour l'angine érythémato-pultacée, se décollent facilement. À la forme, nous avons ce qu'on appelle un syndrome mononucléosique. C'est ce qui vient confirmer un petit peu notre diagnostic. C'est quoi? Donc, c'est une inversion de la formule leucocytaire avec une prédominance des basophiles au niveau de cette formule leucocytaire. Donc, c'est une une augmentation du nombre des basophiles à la formulation numérotation sanguine. Deuxième diagnostic, c'est la diphtérie. La diphtérie, c'est une pathologie qui a pratiquement disparu en 2020. On ne la voit plus, donc grâce à la vaccination qui est largement mise en œuvre. Elle est exceptionnelle, mais si on la rencontre, personnellement, je ne l'ai jamais vue, si on la rencontre, il faut savoir que ces fausses membranes sont un peu plus diffuses. Là, par contre, elles ne sont pas décollables, c'est-à-dire qu'elles sont adhérentes aux structures de l'oropharynx. C'est l'évolution, elle est brutale. Le risque de la diphtérie, c'est l'évolution, c'est l'extension de ces fausses membranes au niveau des voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire au niveau de la trachée et au niveau des branches, ce qui peut nous donner une dyspnée importante qui peut même mettre en jeu le pronostic vital. Mais elle est heureusement elle est pratiquement, de nos jours, elle est pratiquement inexistante et on ne la voit plus en clinique et en consultation. Donc, toujours dans les formes cliniques, les angines ulcéronécrotiques, c'est une forme aussi particulière. Elle est particulière par la présence d'une ulcération sur l'amygdale et sur le caractère unilatéral de cette ulcération. La forme typique, c'est ce qu'on appelle l'angine de Vincent. Donc, le début, il est insidieux, il est lent. L'examen clinique retrouve donc sur une seule amygdale un enduit pultacé qui va recouvrir une ulcération qui va être profonde et non indurée au toucher. Pourquoi non indurée? C'est très important de palper votre amygdale parce que ça va faire le diagnostic différentiel avec le cancer de l'amygdale, où cette fois, l'amygdale va être fortement indurée et va saigner au contact. Souvent, le point de départ, c'est une mauvaise hygiène bucco-dentaire,
Donc, vous allez avoir des caries importantes, vous allez avoir aussi des gingivites, des saignements assez importants parce qu'il y a une inflammation et une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Le prélèvement de gorge va retrouver un germe qui est un anaérobie qu'on appelle le Fusobacterium necrophorum. Il est typique de cette forme unique d'angine. Le traitement, il repose sur des imidazolés, c'est le métronidazole, le fameux flagile, donc il va agir sur ces germes anaérobies. Donc l'angine, quatrièmement, l'angine vésiculeuse, comme son nom l'indique, nous allons retrouver une angine avec la présence de vésicules sur le voile du palais et sur les amygdales palatines. Le germe en cause est l'herpès simplex de type 1 généralement, qui va nous donner ce qu'on appelle l'angine herpétique. Le début, il est brutal avec une fièvre à 39-40 degrés. L'odynophagie est intense. Nous allons retrouver, comme nous l'avons dit, un bouquet de vésicules qui sont observés sur toutes les structures de l'oropharynx. Ces vésicules vont évoluer par la suite pour donner un aspect plus pultacé, avec un aspect qui ressemble à une angine érythémato-pultacée. Si vous avez la chance de voir votre patient au stade de vésicule, le diagnostic, il est sûr et il est pratiquement, vous ne pouvez pas vous tromper de diagnostic. Fréquemment, nous allons retrouver une association avec un herpès narinaire, c'est-à-dire sur l'aile narinaire, ou un herpès labial. Fréquemment, vous allez avoir ces deux associations. Diagnostic différentiel, il faut retenir que toute inflammation, tout aspect pathologique qui ne ressemble pas à ces formes cliniques peut constituer un diagnostic différentiel de ces angines. Tout d'abord, le cancer de l'amygdale, ça reste la hantise du médecin. Il ne faut pas passer à côté d'un cancer, malgré que ça soit assez rare. Il faut retenir que le cancer est unilatéral, c'est pour ça que je vous ai dit que le diagnostic différentiel est beaucoup plus porté avec l'angine ulcéronécrotique. Il y a une induration à la palpation de l'amygdale, elle saigne facilement au contact, et il y a une association avec une seule, généralement, adénopathie métastatique qui est fortement suspicieuse, donc qui va nous indiquer que c'est plus un cancer qu'une simple infection. Les hémopathies, c'est surtout, elles viennent compliquer les leucémies aiguës, avec une neutropénie importante à la formule. Le zonopharyngien, donc c'est une manifestation, résurgence du virus varicelle au niveau de la région pharyngée, donc c'est une angine qui va être aussi unilatérale avec une éruption vésiculeuse, mais qui va être unilatérale avec une douleur très très importante. Une arthrose buccale, donc ce sont des aftes qui viennent se distribuer au niveau de l'oropharynx et au niveau des amygdales palatines, et des infections sexuellement transmissibles. Nous citerons surtout le sida, le VIH, et le chancre syphilitique. À retenir donc ces diagnostics différentiels. Les complications, je vous ai dit que généralement les angines évoluent très très favorablement, mais quand il s'agit généralement d'angines bactériennes, le taux de complications est beaucoup plus important, surtout lorsque l'antibiothérapie n'est pas mise en cours ou est malheureusement incorrectement utilisée. Tout d'abord, le phlegmon périamygdalien. C'est quoi le phlegmon périamygdalien? Donc, c'est une collection purulente qui vient se loger au niveau de la loge amygdalienne. Donc, qui va nous donner cet aspect de refoulement de l'amygdale en avant et en dedans. Donc, avec le fameux bombement du pilier antérieur. L'aspect est très pathognomonique. Le diagnostic est aisé. Le traitement va être simple, c'est une ponction ou carrément une incision avec drainage de cette collection purulente qui va immédiatement soulager votre patient. Une antibiothérapie, bien sûr, est indiquée et pour toutes les complications, une hospitalisation aussi est de mise. Beaucoup plus important, l'abcès parapharyngé et la cellulite cervicale. Donc, c'est quoi? Ça évolue, ça complique généralement un phlegmon périamygdalien qui est mal soigné. Donc, c'est l'extension de la suppuration au-delà donc de la loge amygdalienne qui va partir vers ce qu'on appelle
les espaces parapharyngés du cou, donc qui peut s'étendre d'une façon très très importante, qui va prendre toute la région cervicale. Le risque là, c'est l'évolution vers ce qu'on appelle la médiastinite, c'est-à-dire le passage, la, la, la fusée de cette connexion purulente vers le médiastin antérieur, qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Le traitement, donc toujours en milieu hospitalier, là, vous n'avez pas le choix, il faut aller inciser, il faut aller donc drainer votre abcès avec une large incision cervicale qui va nous permettre de nettoyer toutes les loges parapharyngiennes qui ont été infectées par cette suppuration. Bien sûr, une antibiothérapie, généralement une triple antibiothérapie est indiquée pour parer aux éventuelles complications par la suite. Le syndrome de Lemierre, donc c'est quoi le syndrome de Lemierre? C'est une urgence thérapeutique, c'est une complication très très dangereuse. Elle fait suite généralement aux angines ulcéronécrotiques, le germancose et le fusobacterium. C'est quoi? C'est l'association donc de cette angine nécrotique avec des thromboses de la veine jugulaire interne. Donc, ce sont des emboles septiques. Donc, des emboles septiques qui vont venir former carrément des thrombus au niveau de la veine jugulaire interne, ce qui fait toute la dangerosité de cette complication. Le diagnostic, il est fait sur une tomodensitométrie cervicale. Les emboles, ils peuvent dépasser carrément donc la région cervicale et arriver même au niveau pulmonaire pour donner des embolies pulmonaires assez dévastatrices qui mettent en jeu fortement le pronostic vital. Le traitement, l'antibiothérapie en milieu hospitalier, bien sûr, est indiqué, plus ou moins la chirurgie. On peut aller chirurgicalement, c'est-à-dire essayer de désenclaver donc cette suppuration au niveau de la veine jugulaire interne. On peut aussi utiliser des anticoagulants pour éliminer cet embole. L'utilisation des anticoagulants est au cas par cas, elle n'est pas indiquée d'emblée. Maintenant, après donc, les complications loco-régionales, nous allons parler des complications post-streptococciques. Donc, les premières, je vous ai dit, elles sont dues directement à la diffusion de l'infection de proche en proche, c'est-à-dire de façon dans les régions voisines de l'amygdale palatine. Là, ce sont des complications à distance, c'est-à-dire systémiques, qui sont dues à des réponses inflammatoires immunitaires excessives, donc face à l'infection streptococcique. Tout d'abord, vous les connaissez toutes de toute façon. Tout d'abord, le RAA, le rhumatisme articulaire aigu. Donc, il survient 1 à 2 semaines après l'infection de l'amygdale, donc de cette angine. Elle est représentée par des mono- ou des polyarthrites migratrices, donc qui sont fugaces, qui touchent les grosses articulations. Elles sont asymétriques. Donc, on peut retrouver une seule ou plusieurs inflammations, arthrites. Elles sont migratrices, elles ne restent pas dans la même localisation. Elles peuvent toucher le coude, toucher le poignet, le genou par la suite, donc chez le même patient. Celles-ci disparaissent au bout d'1 mois sans séquelles. Il faut le retenir. Il n'y a pas de séquelles à ces manifestations articulaires. Par contre, qu'est-ce qui met en jeu le pronostic vital? C'est l'atteinte cardiaque. Donc, c'est l'association à l'atteinte cardiaque. Elle peut être aiguë. Donc, généralement, c'est des insuffisances cardiaques avec des troubles du rythme qu'on retrouve. Elle peut se voir à distance. Donc, c'est surtout des atteintes valvulaires, des insuffisances mitrales ou aortiques, puis qui deviennent des rétrécissements, donc toujours mitral ou aortique. Il faut savoir que la valve mitrale est plus souvent touchée que la valve aortique. La GNA, la glomérulonéphrite aiguë, donc c'est une atteinte rénale post-streptococcique. Elle peut se manifester par une hématurie chez l'enfant. Elle peut survenir 10 à 20 jours après l'angine. L'évolution, elle est favorable, surtout chez l'enfant. Chez l'adulte, par contre, il faut garder en tête qu'il y a un risque, même minime, mais il y a un risque de passage vers une insuffisance rénale. Les autres conditions, elles sont très rares. D'ordre tout d'abord neurologique, c'est la chorète de Sydenham, et l'érythème nouveau. Mais elle reste vraiment anecdotique. Chapitre traitement, donc comment traiter ces angines, c'est ce qui fait un petit peu
la difficulté, c'est là où les praticiens se mêlent un petit peu les pinceaux. Il faut savoir que comme le traitement, comme l'origine est virale dans plus de 80% des cas, le traitement reste simplement symptomatique. L'utilisation d'antibiotiques doit être vraiment restreinte et utilisée avec minutie. Donc le traitement symptomatique, il est systématique donc pour dans tous les cas et dans toutes les situations cliniques. Donc c'est l'utilisation d'antalgiques et d'antipyrétiques, paracétamol, 60 mg par kilo, ça c'est classique, tout le monde le connaît. Éventuellement associé à de la codéine si la douleur est intense. Par contre, il faut éviter l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourquoi? Dans toutes les infections, si vous voulez, oropharyngée, de la cavité buccale, parotidienne et autres, il faut éviter l'utilisation de ces anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de masquer les signes cliniques d'une évolution vers une complication ou vers une suppuration. Généralement, lorsque vous utilisez à outrance ces anti-inflammatoires, vous allez limiter, donc vous allez cantonner un petit peu votre infection à un espace bien limité et vous allez avoir l'apparition par la suite de suppuration, c'est-à-dire la constitution d'abcès. Donc, pour tout ce qui est, faites attention, pour tout ce qui est infection dentaire, tout ce qui est angine, tout ce qui est parotidite et tout, évitez de donner des anti-inflammatoires. C'est à coup sûr une évolution vers une suppuration et la constitution d'un abcès qui va malheureusement mettre en jeu le pronostic vital et dont le traitement est presque toujours chirurgical. Donc, au cas par cas, pour les angines virales, pas d'antibiotiques, le traitement est simplement symptomatique. Il faut toujours garder en tête l'automédication du patient. Donc, il faut toujours rechercher cette automédication. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une infection qui va être décapitée. Généralement, les malades ils prennent des antibiotiques à très très courte durée, deux journées pratiquement. Dès qu'ils se sentent un petit peu mieux, ils arrêtent leur antibiothérapie. Donc, ça favorise après l'apparition de résistance bactérienne. Il faut toujours avoir ça en tête et faire un bon interrogatoire des parents. Les angines bactériennes, un streptocoque. Le traitement, donc là, quand je dis un streptocoque, dans le meilleur des mondes, vous avez fait un test de diagnostic rapide. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas ce test de diagnostic rapide qui est disponible chez les confrères, ni en cabinet, ni à l'hôpital. Donc, c'est surtout, je vous invite à utiliser la classification ou le score de Makisa qui va permettre de vous orienter vers l'atteinte bactérienne. Donc, si une atteinte streptococcique est fortement suspectée, le traitement antibiotique va être probabiliste et péros. La finalité du traitement est d'accélérer donc la disparition des symptômes, d'améliorer la symptomatologie, de prévenir les complications post-streptococciques, de réduire les risques de complications et de suppuration loco-régionale et de diminuer la dissémination du streptocoque bêta-hémolytique du groupe. Tout d'abord, c'est les pénicillines qui sont indiquées en première intention. Deuxième intention, les céphalosporines. Les céphalosporines, elles sont surtout utilisées en cas soit de résistance à l'amoxicilline, soit au milieu hospitalier pour les complications. En cas d'allergie aux bêta-lactamines, ce sont les macrolides qu'on indique. On privilégie les antibiotiques dans la durée d'administration et de courte durée. Gardez ça en tête. Généralement, c'est des enfants, c'est des jeunes adolescents et tout. On préfère avoir des cures de courte durée pour ne pas que l'enfant fasse voilà, sa propre automédication et arrête son traitement au bout de quelques jours. Donc, tout d'abord, la pénicilline A, l'amoxicilline, elle est indiquée donc à raison d'1 gramme 2 fois par jour. Chez l'enfant, selon le poids, donc c'est classiquement 50 mg par jour pendant 7 jours. Je ne vous l'ai pas mis là, c'est-à-dire gardez en tête toujours qu'il y a, chez le streptocoque, on n'a pas beaucoup de formes sécrétantes de bêta-lactamase, mais si vous avez certaines résistances à l'amoxicilline, surtout chez les patients qui ont été déjà
prémédiqué, associé aussi de l'acide clavulanique pour éviter ces résistances. Donc, pendant 7 jours pour l'amoxyl, les macrolides, donc en cas de résistance, par exemple, donc l'ajosacine, elle a une très bonne action, surtout chez l'enfant, à utiliser pendant 5 jours. Les céphalosporines de deuxième ou de troisième génération, c'est surtout, je vous ai dit, en cas de vraiment de résistance importante et en cas de complications comme relais, lorsqu'on sort donc de l'hôpital, comme relais à cette antibiothérapie hospitalière, on donne des céphalosporines pendant 5 à 7 jours. Donc, pour finir, donc la pathologie, l'angine est une pathologie ORL pédiatrique par excellence. L'origine virale est beaucoup plus importante que l'origine bactérienne. Quand l'origine bactérienne est retrouvée, c'est surtout le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A qui est retrouvé. Le diagnostic clinique est bactériologique, TDR, quand on en dispose, mais il est clinique sur gardez en tête, je vous ai dit, le score de Makisak qui va vous orienter vers l'origine bactériologique. L'évolution, elle est souvent favorable, avec une possibilité de complications. Les angines bactériennes sont plus pourvoyeuses de complications. Le traitement symptomatique, si origine virale, donc il est symptomatique, il est simple. L'antibiothérapie probabiliste de courte durée, si l'étiologie est bactérienne. Je vais vous rajouter 2 secondes, d'une minute, donc un mot sur l'amygdalectomie, si vous voulez. Donc là, je vous ai dit, je vous ai plus parlé donc, des angines et du traitement médical de ces angines, mais vous allez sûrement me poser la question sur l'amygdalectomie, donc c'est pour ça que j'anticipe. L'amygdalectomie, c'est quoi? Donc c'est un geste chirurgical ORL qui est l'ablation chirurgicale de ces amygdales palatines ou de ces tonsilles palatines. Il est réalisé donc, surtout chez l'enfant, mais on peut le voir aussi chez l'adulte. Il est fait par un ORL, pas par un autre spécialiste. Il est indiqué dans certaines situations. Avant, on indiquait un petit peu l'amygdalectomie, si vous voulez, à tort et à travers. Ça faisait un petit peu le pain quotidien de certains confrères. Mais actuellement, on tend de plus en plus à limiter l'indication donc, de cette amygdalectomie. Elles sont, si vous voulez, de 3 ordres, les indications de l'amygdalectomie. Gardez en tête, chez l'enfant surtout, le syndrome, le SAOS, le syndrome d'apnée du sommeil, d'apnée obstruction du sommeil. D'accord? C'est quoi? Donc, ce sont des syndromes qui surviennent suite à une hypertrophie importante, obstructive de ces amygdales palatines, qui viennent nous donner des apnées. Carrément, l'enfant fait des pauses respiratoires la nuit. Là, le pronostic qui est mis en jeu, c'est surtout le pronostic donc, cardiaque. Le risque de mort subite est beaucoup plus important. Vous allez avoir un enfant qui va être victime de somnolence diurne, de fatigue importante, d'asthénie, avec un recul important sur le rendu scolaire, sur son rendement scolaire, pardon. Donc là, c'est une indication d'aller désobstruer les voies aériennes en pratiquant une amygdalectomie. Deuxièmement, ce sont les causes infectieuses, donc ce sont les fameuses angines à répétition. Là aussi, il ne faut pas traiter et considérer toutes les infections de l'oropharynx comme étant des angines de surcroît bactériennes. Souvent, c'est des rhinopharyngites, c'est des pharyngites virales, c'est des angines virales qu'on considère à tort et à travers comme étant des angines. Et on dit, voilà, il fait tant d'angines par an et tout, alors que c'est les angines documentées bactériennes et angines vraies, pas les pharyngites et pas toutes les rhinopharyngites qu'on peut retrouver assez fréquemment chez l'enfant. Donc, gardez en tête, pour qu'est-ce qu'on appelle la récurrence ou les angines à répétition, c'est la survenue d'au moins 3 épisodes d'angine streptococcique sur 3 ans, donc 3 épisodes par an pendant 3 ans, ou alors la survenue de 5 épisodes, ce qui est très très important, 5 épisodes pendant 2 ans. Là, vous pouvez indiquer une amygdalectomie. D'accord? Mais si
c'est des pharyngites ou c'est des petits bobos qui sont très très fréquentes en pathologie pédiatrique, il n'y a pas d'indication à pratiquer cette amygdalectomie. Le- Chez l'adulte, les infections, ce sont les amygdalites. Nous n'avons pas parlé des amygdalites. C'est quoi? Ce sont des inflammations surtout dues à un reflux gastro-œsophagien ou autre qui va donner des rétentions de caséum au niveau des amygdales palatines, avec généralement des haleines fétides, des inflammations importantes. Il n'y a pas de gerbe qui est mise en cause, mais c'est plus une inflammation qu'une infection. Lorsque nous avons une persistance de cette inflammation au-delà de 3 mois chez un adulte et qui est correctement traitée, mais qui est persistante, là, vous pouvez indiquer une amygdalectomie. Aussi, c'est la survenue de au moins 2 épisodes de phlegmon périamygdalien, donc complication de cette angine. Dès que vous avez ce genre de complication, de surcroît lorsqu'elle est répétée dans le temps, il faut indiquer une ablation ou une amygdalectomie. Dernier point où l'amygdalectomie est indiquée, c'est ce qu'on appelle les hypertrophies unilatérales de l'amygdale. Vous allez me dire pourquoi? Ben pourquoi? Parce qu'une hypertrophie unilatérale, surtout chez un adulte, est souvent suspecte. Donc, soit d'une hémopathie, soit pour faire le diagnostic, soit généralement c'est des carcinomes épidermoïdes, donc avec une hypertrophie qui est pas du tout normale, avec une désorganisation de l'architecture de l'amygdale. Là, il faut aller enlever cette amygdale avec une étude histologique, ANAPAT, pour faire le diagnostic et éliminer une inclusion carcinomateuse dans cette amygdale. Donc voilà pour les indications. Pour les contre-indications, il n'y a pas de contre-indication absolue à l'amygdalectomie. Gardez en tête, c'est toujours des contre-indications passagères. C'est surtout des contre-indications d'ordre systémique, des troubles de la coagulation, des infections. Il ne faut jamais pratiquer une amygdalectomie au décours d'un épisode infectieux. Voilà, attendez toujours qu'on ait tari ou refroidi l'épisode infectieux. À distance, vous pouvez pratiquer votre amygdalectomie. Voilà, et je vous remercie si vous avez des questions. Merci beaucoup, docteur. C'était très gentil de votre part. Merci à Alors, vous. pour les questions, on commence les questions de la manière. On va poser, possible qu'il y aura des questions sur le live. On va les poser. D'accord. D'accord. Les facteurs de risque du cancer de l'amygdale et la population touchée. Alors, le risque, Vous m'avez c'est entendu. pas pardon? Vous m'entendez? Oui, docteur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Ok, donc le risque du cancer de l'amygdale, donc c'est pas une incidence qui est très importante. Bon, c'est un cancer quand même qui est assez rare. La population à risque, donc c'est la population, généralement c'est les patients au-delà de 40-50 ans et qui ont des facteurs d'intoxication alcoolo-tabagique, surtout éthylique, bien établis. Donc dès que vous avez un aspect nécrotique ou induré ou hypertrophié d'une amygdale chez un patient qui présente donc cette intoxication éthylo-tabagique, il faut penser à un cancer de l'amygdale. C'est pas aussi fréquent que ça. Voilà. Docteur, D'accord, est-ce merci que les beaucoup. angines à Alors, est-ce que les répétition... angines à répétition doivent faire suspecter une hémopathie? Non, c'est pas la répétition de l'angine, mais c'est l'aspect, si vous voulez, de l'angine. Voilà, la présence d'une inflammation importante, la présence
d'ulcération, la présence d'éruptions au niveau, voilà, c'est plus des lésions nécrotiques, des lésions ulcéreuses des deux amygdales là qui vont nous faire penser à une pathologie hématologique. C'est la formule qui va nous permettre de faire le diagnostic. Et généralement, c'est au décours de leucémie aiguë qu'on a ce genre de pathologie. Donc, il y a tout un faisceau d'arguments qui va être par la suite regroupé pour nous faire parler de ce diagnostic. Mais la répétition même de l'angine n'est pas significative d'un problème hématologique. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on peut associer les ANS si antibiothérapie prescrite de façon concomitante? Même pas. Même lorsque vous donnez une antibiothérapie, évitez l'utilisation d'AINS. L'AINS, même lorsque vous donnez l'antibiothérapie, il peut même constituer, cloisonner votre infection et empêcher même l'arrivée de l'antibiothérapie au site de l'infection. Donc, gardez ça en tête. Si vous utilisez des anti-inflammatoires, votre antibiothérapie peut être complètement inefficace. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Que ce soit seul ou que ce soit en association avec une antibiothérapie. Merci beaucoup. Alors, une amygdalite chronique, est-ce que ça peut se cancériser? Non, voilà. Faut jamais dire jamais, mais voilà, c'est-à-dire c'est pas un facteur de risque avéré d'une évolution néoplasique cancéreuse de l'amygdale. Je sais pas. Je vous ai dit, c'est plus les pathologies, c'est plus les facteurs irritatifs externes, tabac et alcool, qui vont favoriser cette évolution vers un cancer. L'amygdalite, non. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour le score qu'on doit adapter pour s'orienter vers une angine bactérienne, vous ne voyez pas que les 4 paramètres sont retrouvés aussi dans l'angine virale? Ils peuvent être retrouvés dans l'angine virale. Ils peuvent être. Mais je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit que la sensibilité, la spécificité, elle est insuffisante et rien ne va remplacer un test de diagnostic rapide. Mais rares sont les formes virales qui nous donnent des signes cliniques, donc avec une température importante, des adénopathies cervicales importantes aussi, une toux, un exsudat. Donc voilà, c'est-à-dire même s'il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas, lorsque vous allez avoir ces 4 paramètres-là, généralement c'est une origine bactérienne. Surtout lorsque vous les avez les 4 associés. Si vous avez un score de 4, vous êtes sûr que c'est une angine bactérienne. Les virales qui peuvent nous donner un score de Makisak important sont vraiment, vraiment rares. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le mode de contamination peut être manuporté ou on peut trouver un germe nasal ou buccal dans l'angine, érythémato-pultacé ou juste c'est le streptocoque bêta-hémolytique de groupe A. Je pense que c'est la même personne qui a parlé de contamination manuportée pour le CAVOM la dernière fois. Vous êtes traumatisé par le Covid, vous. Le manuportage, bien sûr qu'il peut être retrouvé, mais généralement c'est un contact, c'est une contamination directe. C'est la salive, c'est les postillons, c'est les sécrétions salivaires, c'est tout ça, c'est les contacts avec les sécrétions oropharyngées qui vont nous donner ça. Les postillons, chez les enfants, bien sûr, il y a une notion de manuportage lorsqu'il y a une vie en collectivité. Voilà, donc c'est une contamination directe de l'oropharynx. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une qui demande un mot sur l'amygdalite caséeuse et les complications à la prise en charge. L'amygdalite caséeuse, donc c'est une inflammation des amygdales, inflammation chronique. Caséeuse, pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'amygdale était creusée de cryptes. Donc ces cryptes-là vont être comment dirais-je, comblées de caséum. Le caséum,
c'est le produit de reflux, généralement de restes alimentaires qui persistent au niveau de l'oropharynx et qui sont favorisés surtout par le reflux gastro-œsophagien. Donc, c'est pour ça que les patients qui font beaucoup de reflux vont faire beaucoup d'amygdalite caséeuse. La symptomatologie, donc, c'est une inflammation chronique des deux amygdales avec cet aspect de caséum qui vient combler les cryptes amygdaliennes. Vous pouvez même faire le test avec deux amygdales, avec deux abaisse-langues, pardon. Vous pouvez presser votre amygdale, vous allez voir du caséum qui va sortir. C'est comme des grains de couscous que vous allez faire sortir et que le patient va cracher. D'ailleurs, il va vous rapporter ça dans l'interrogatoire. Le traitement, c'est un traitement qui est fait donc, sur la base de collyre, donc de bain de bouche, de soins bucco-dentaires et surtout d'un traitement d'un éventuel reflux acide. Et si au bout de 3 mois, vous avez une persistance de cette inflammation, malgré un traitement donc, anti-reflux, c'est très important aussi de le signaler, un régime alimentaire bien adapté et tout, donc un traitement anti-acide, des bains de bouche. Après avoir essayé ce traitement pendant 3 mois et que vous n'avez pas de sédation des symptômes, là, vous pouvez proposer une amygdalectomie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, les corticoïdes sont souvent associés aux antibiotiques par les praticiens. Est-ce que c'est correct? C'est criminel. Si vous donnez une corticothérapie pour une angine, c'est que vous êtes un criminel. Voilà. Ça ne se donne pas, les corticoïdes ne se donnent pas pour ce genre d'infection, sauf si vous voulez compliquer votre patient. Je le dis et je le redis. Quand je dis inflammatoire non stéroïdien, je parle aussi des corticoïdes, je parle de toute cette panoplie. On donne ça, certaines personnes donnent ça parce qu'il y a un soulagement précoce qui va être précoce et qui va soulager immédiatement le patient, mais le risque que vous créez par la suite est énorme. Et même, c'est-à-dire en dehors même de la complication infectieuse, la corticothérapie peut avoir d'autres effets secondaires qui peuvent être néfastes pour le patient. Donc, évitez de donner, donc pour certains praticiens, évitez de donner ces corticoïdes à tort et à travers. Ce n'est pas des bonbons, c'est pas des... Dans toutes les infections oropharyngées, évitez les corticoïdes. Voilà ce que vous devez retenir. D'accord, merci. Quelle est l'indication de l'extensiline? L'extensiline, elle est indiquée dans le schéma, le fameux schéma, donc l'extensiline tous les 21 jours. Elle était surtout donnée avant, lorsque le RAA était prédominant dans la population. Donc c'est un traitement qui va empêcher, c'est un traitement prophylactique du rhumatisme articulaire aigu, qui vient prévenir les rechutes de rhumatisme articulaire. Il ne se donne pas chez tous les patients, parce qu'on voit de plus en plus de praticiens qui donnent en première intention donc ce schéma d'extensiline toutes les 3 semaines. On ne le donne pas à tous les patients. On le donne généralement chez des patients qui ont déjà fait un rhumatisme articulaire avec une atteinte cardiaque. Donc, comme traitement prophylactique, pour que d'autres angines ne viennent pas encore endommager donc les effets de la cardite du rhumatisme articulaire, on peut donner ce schéma donc à base d'extensiline toutes les 3 semaines pendant 5 à 10 ans. Mais c'est des cas vraiment rares parce que, Dieu merci, nous avons réussi à diminuer l'incidence d'une façon importante du rhumatisme articulaire. Donc, sauf cas vraiment exceptionnel, il n'y a pas d'indication actuellement à l'extensiline, à ce schéma d'extensiline. Voilà. D'accord, merci. Alors, c'est une question qui est composée de 3 questions. Oui. Alors, est-ce que l'hypertrophie unilatérale doit bénéficier d'antibiothérapie? Est-ce qu'on peut avoir un seul signe tel que d'odynophagie? Et si oui, est-ce que ça peut suivre la même conduite? Alors, est-ce qu'une angine peut
peut se manifester par une hypertrophie unilatérale, c'est ça? La réponse Non. est oui, j'ai pas compris. Est-ce que l'hypertrophie unilatérale doit bénéficier d'antibiothérapie? L'hypertrophie unilatérale, il faut savoir que, c'est-à-dire constitutionnellement, chez un enfant ou chez un adulte, vous pouvez avoir une amygdale qui peut être un peu plus volumineuse que l'autre. D'accord? Il faut le garder en tête. L'infection en elle-même, c'est-à-dire l'angine en elle-même, elle touche les deux amygdales. Il n'y a pas d'angine qui touche une seule amygdale, sauf lorsqu'il s'agit de formes particulières telles que l'angine ulcéronécrotique, l'angine et le zona pharyngien qui n'est pas une angine, mais qui est une forme de diagnostic différentiel. Lorsque vous avez une hypertrophie unilatérale, soit elle est constitutionnelle, c'est-à-dire soit le patient il est comme ça, il vous dit j'ai toujours eu ça, soit elle est de survenue récente, le patient vous dit que mon amygdale a augmenté de volume récemment, là elle est suspecte. Là il faut plus vous orienter vers une pathologie néoplasique, il faut faire une amygdalectomie pour en faire l'étude ANAPAT. Deuxième question, est-ce que l'odynophagie peut être seule? Oui. Oui, l'odynophagie peut être seule, c'est-à-dire vous savez, on fait de la médecine, hein, c'est pas, lorsque je vous dis odynophagie, fièvre et tout, c'est pas une science exacte. On peut avoir, oui, une seule symptomatologie qui va être révélatrice d'une vraie angine bactérienne. On peut avoir un syndrome infectieux qui va être vraiment modéré. On peut avoir, c'est un faisceau d'arguments. Donc, une odynophagie, bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez examiner votre patient. Si vous avez un aspect typique d'une angine érythémateuse ou érythématopultacée, c'est une angine. C'est une angine virale ou bactérienne. Mais, c'est-à-dire une seule symptomatologie peut parfaitement exister. Hein. Donc, il n'y a pas de. Ça ne veut pas dire que je vous ai dit le type de description, de description, c'est ça, ça, ça. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir les 4 ou les 3 symptômes qui vont être réunis en même temps. Gardez en tête l'importance de l'examen clinique et surtout, test de diagnostic rapide lorsque vous pouvez le faire. C'est ça qui porte le diagnostic de certitude d'une angine aiguë. Troisième cas de figure, j'ai oublié. C'était pour la fin du souvenir dans le cas où il y a seulement l'odynophagie. Est-ce que c'est la même? C'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, vous pouvez trouver un seul symptôme. L'odynophagie peut à elle seule faire le diagnostic, oui. Oui. Voilà. Donc, il y a une question sur les complications de l'amygdalectomie et est-ce que ça peut nous donner une atteinte des cordes vocales plutôt. Non, non, non. Comme elle ne peut pas donner une appendicite, elle ne peut pas donner une atteinte des cordes vocales. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Les complications de l'amygdalectomie, c'est quoi? C'est surtout le risque hémorragique. C'est vraiment le risque que craint tout chirurgien et que craint tout médecin. Après, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'autres complications. Pouvez avoir une blessure du voile du palais, vous pouvez avoir une blessure de la luette, vous pouvez avoir des troubles phonatoires par la suite et ce qu'on appelle des insuffisances vélaires. Mais là, il faut vraiment y aller comme un boucher. Hein. C'est pas quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Les cordes vocales, elles sont loin. Hein. Voilà, elles sont loin. Sauf la seule atteinte, c'est lors de l'intubation. Vous pouvez voilà, brutaliser un petit peu les cordes vocales. Mais sinon, il n'y a aucune relation entre l'une et l'autre. D'accord, merci pour ça. Alors, est-ce qu'on dispose dans nos hôpitaux le test de dépistage de l'angine et comment confirmer autrement dans le cas où on ne se dispose pas? Alors, comme je vous l'ai dit, les tests de diagnostic rapide ne sont pas disponibles ici en Algérie, sauf certains praticiens qui peuvent se les payer et les acheter donc ailleurs à l'étranger et les ramener ici. Mais surtout dans les hôpitaux, ça n'existe pas dans les hôpitaux. Dans certains cabinets, peut-être
vous pouvez les retrouver. Je ne suis pas sûr, ce n'est pas tout le monde qui les a. Mais sinon, ce n'est pas disponible. Alors qu'ailleurs, dans tous les cabinets d'ORL et de médecine générale, vous avez des tests de diagnostic rapide. Ça se fait systématiquement. Quel autre moyen pour confirmer le diagnostic? Si vous avez le temps, ben c'est le prélèvement classique, la culture classique. Vous faites un écouvillonnage et vous envoyez votre prélèvement 24 à 48 heures avec une étude bactériologique. Le problème, c'est que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est pour ça que ce n'est pas indiqué en première intention. On l'indique uniquement lorsqu'il y a une, comme je vous l'ai dit dans le cours, lorsqu'il y a un risque de complication, une résistance importante, là, vous pouvez demander une culture sur écouvillonnage, mais ça ne se fait pas systématiquement. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, s'il y a une hypertrophie importante, est-ce qu'on a avoir recours à la corticothérapie? Et pour les enfants inférieurs à 3 ans, peut-on la considérer comme virale? Alors, corticothérapie pour la énième fois, arrêtez de me parler de corticothérapie en matière d'angine. Qu'il y ait une hypertrophie importante, qu'elle mesure 2 mètres, 4 mètres, ne mettez pas de corticoïdes. La deuxième question, pardon? C'est pour les enfants, si c'était un enfant inférieur à 3 ans, peut-on le considérer comme viral? Mais si peut-on, elle est à 100% virale avant 3 ans, parce que je vous ai dit, l'infection bactérienne est rare, voire exceptionnelle avant 3 ans. Donc avant 3 ans, elle est pratiquement à coup sûr virale. Avant 18 mois, l'angine est pratiquement inexistante. C'est plus des rhinites, des rhinopharyngites. Mais 3 ans, inférieur à 3 ans, l'origine bactérienne est à écarter. Vous pouvez en être sûr. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, pourquoi le TDR n'existe pas chez nous? Il faut voir avec le ministère de la Santé, c'est pas moi. D'accord. Pour un enfant de 3 ans qui fait des angines à répétition, presque un épisode chaque mois, avec fièvre à 39-40 degrés, chaque épisode depuis l'âge de 2 ans, est-ce que C'est un cas l'amygdalectomie clinique, ça, est c'est pas une indiquée? question. Oui. Est-ce que C'est un cas clinique. l'amygdalectomie est indiquée? Répétez, pardon? Bon, c'est un enfant âgé de 3 ans qui fait des angines à répétition et fièvre avec un épisode de fièvre 39 à 40 degrés. Est-ce que l'amygdalectomie est indiquée? Il faut qu'il aille voir son médecin. Ce n'est pas une séance de consultation en ligne, c'est un cours avec des questions. Je vous ai dit, pour les indications des angines à répétition, c'est 3 angines bactériennes avérées sur 3 ans au minimum, donc par année pendant 3 ans, soit c'est 5 angines aiguës bactériennes pendant 2 ans. Voilà les deux indications de l'amygdalectomie pour les angines à répétition. Voilà. Il faut, de une, être sûr que c'est une angine et être sûr. Pourquoi je vous dis que c'est une consultation en ligne, ça? Parce que déjà, vous n'êtes pas sûr de votre diagnostic, est-ce que c'est une angine ou non. Vous n'avez pas de nombre d'épisodes par an et sur combien d'années. Et vous n'avez pas surtout d'arguments en faveur ou non d'une origine bactérienne de cette angine. Je vous le répète pour la énième fois, 3 angines par an pendant 3 ans ou 5 angines par an pendant 2 ans. Voilà les indications de l'amygdalectomie pour les angines à répétition. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes toujours là? Oui. Oui, docteur. Oui, j'attends les autres questions, s'il y a des questions encore. D'accord. Alors, parlant des lymphomes, on sait que la sphère ORL est un site privilégié pour une telle atteinte. Donc, c'est quoi exactement les caractéristiques de cette atteinte et comment peut-on les individualiser? Et est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie des diagnostics différentiels? Alors,
Les lymphomes, oui. Les lymphomes, parce que la sphère ORL est constituée de ce qu'on appelle l'anneau de Valdeyer. L'anneau de Valdeyer, c'est quoi? C'est des structures anatomiques lymphoïdes qui sont représentées par l'amygdale nasopharyngée de Louchka qui est au niveau du cavum. Donc, c'est les végétations adénoïdes. C'est les deux amygdales palatines ou les deux tonsilles palatines et c'est ce qu'on appelle l'amygdale linguale. Donc, c'est un tissu lymphoïde qui est retrouvé au niveau de la base de la langue. Oui, tout tissu lymphoïde peut être le siège d'un lymphome, comme l'amygdale, comme au niveau du cavum et comme au niveau de la base de langue. Donc, dès que vous avez une hypertrophie, lorsque je vous dis hypertrophie unilatérale égale carcinome, ça peut être aussi égal lymphome non-Hodgkinien au niveau de l'amygdale. Au niveau du cavum aussi, si vous avez une masse au niveau du cavum, lorsque vous faites votre biopsie, elle peut être en faveur d'un lymphome. Il faut faire un examen anapathe histologique pour confirmer le diagnostic. Surtout au niveau de la base de langue, c'est-à-dire au niveau hypopharyngé, c'est-à-dire entre l'hypopharynx et la partie supérieure de la base de langue, vous avez cette amygdale aussi linguale qui peut s'hypertrophier et peut être le siège de lymphome. Donc oui, on a un risque, je ne dirais pas important, mais un risque toujours existant de faire un lymphome au niveau de la sphère ORL. Les sites préférentiels, c'est le nasopharynx, c'est les deux amygdales palatines et c'est l'amygdale linguale. Le traitement, le diagnostic, il est fait sur une biopsie et le traitement, il est instauré en hémato comme tout le monde le connaît. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de pourquoi on donne les antibiotiques pour les enfants moins de 3 ans malgré qu'on sait que c'est viral. Ah, je ne sais pas qui donne ça. Mhm. Donc, on ne donne pas de Oui, l'antibiotique. oui, c'est une bonne réflexion. Avant 3 ans, il ne faut pas donner d'antibiotiques pour une soi-disant angine. Un autre problème, je suis d'accord, vous donnez des antibiotiques, mais pour les praticiens qui donnent des antibiotiques avant l'âge de 3 ans, il faut revoir votre attitude. C'est pas indiqué, c'est pas logique. Parce qu'avant 3 ans, sauf exception, il y a pas d'atteinte bactérienne chez l'enfant. Vous pouvez donner une antibiothérapie pour une otite, vous pouvez donner une antibiothérapie pour tout ce que vous voulez, mais une angine, non, elle ne justifie pas d'une antibiothérapie avant l'âge de 3 ans. Traitement D'accord. symptomatique, Pour la c'est tu- Merci beaucoup, docteur. Alors, pour la tuberculose laryngée, est-ce que ça donne laryngée. des angines? Hein? Oui, la tuberculose laryngée. C'est pas notre cours, non? Oui, mais est-ce qu'elle donne des angines, c'est ça? Non. Je pourrais, répé- D'accord. je pourrais poser la même question. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Mhm. Quand vous posez des questions, il faut être un minimum raisonnable dans vos questions. Il y a une question des examens complémentaires ORL nécessaires avant l'amygdalectomie. Il n'y a pas d'examen complémentaire avant l'amygdalectomie. Il n'y a pas le diagnostic, il est fait sur la clinique et l'anamnèse. Et les seuls diagnostics différentiels, les seuls examens complémentaires qu'on donne, on les donne surtout lorsqu'il y a des complications. Donc, c'est la TDM cervicale surtout. Le test bactériologique est considéré comme étant le prélèvement, c'est-à-dire avec culture, il est considéré comme étant un test, comme étant un examen complémentaire, mais ce n'est pas dans le cadre d'une amygdalectomie. Donc, lorsque vous posez l'indication d'une amygdalectomie, les seuls examens complémentaires que vous allez demander, c'est le bilan après anesthésique, et c'est tout. Il n'y a pas d'examen à demander particulièrement. Non, non.
D'accord. Normalement, c'est tout. Il n'y a plus d'autres questions. On vous remercie énormément, docteur. Normalement, c'est bon. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, docteur. C'était gentil de votre part. Lemzia, merci à vous et bon courage. Merci.